Ça y est, Voilà. Donc, je disais bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur la mise en place, le déploiement du label dans les écoles primaires, dans le premier degré. Et je vais laisser tout de suite la parole à Marie-Caroline qui va introduire plus en détail. Bonne soirée à tous. bonjour à tous. Louis-Marie vous a présenté la thématique de ce webinaire. Je me permettrai juste de vous rappeler que l'année dernière, en fin d'année, avec Jade, on avait envoyé un petit sondage pour savoir quels étaient les sujets et les thématiques qui vous intéresseraient pour le cycle de webinaire de cette année 2024-2025. Et c'est vous qui nous avez, enfin, les commissions locales qui nous ont demandé de refaire des petits focus sur ces deux degrés. On va aujourd'hui travailler sur le premier degré et au prochain webinaire, on sera sur le second degré. Donc voilà, il va peut-être y avoir des redites, donc excusez-nous pour ça. L'idée, c'est vraiment, comme le disait Louis-Marie, c'est de vous rappeler un peu comment ce label ouverture internationale peut vous accompagner, peut être une réponse à une situation particulière dans votre établissement ou dans votre réalité territoriale. Et donc un grand merci, j'aurai l'occasion de les remercier tout à l'heure un petit peu plus, mais à nos deux témoins qui sont ici, dont l'un est en vacances, hein, puisque c'est le début des vacances pour les zones, la zone A2 d'ailleurs, oui. Donc un grand merci à Karl et Brieux que je présenterai tout à l'heure. Et je vous propose de commencer par un petit rappel rapide. Alors on n'a pas le temps de faire un tour d'écran pour savoir si on a plutôt des chefs d'établissement, des adjoints ou des enseignants. Mais n'hésitez pas surtout à nous interrompre lors de cette présentation. Merci Jade, tu dégaines avant moi, c'est super. Donc la thématique, c'est bien le premier degré et le label ouverture internationale. On a parlé après sur le slide suivant de l'opportunité pour les écoles. Et tout à l'heure, Louis-Marie le disait, on a souvent la question quand on rencontre les chefs d'établissement. Alors, des fois, on n'a pas la question parce qu'en fait, pour eux, c'est tellement évident qu'ils ne sont pas concernés qu'ils ne se disent même pas que voilà, c'est possible. Mais c'est vrai que ce label, euh, il a été pensé dès le début pour le premier et le second degré. Donc, on va voir après comment ça peut effectivement être une opportunité. Euh, Aujourd'hui, sur le territoire national, on a beaucoup d'établissements qui sont entrés dans la démarche et je vais laisser la parole à Jade. Ouais, donc on trouve intéressant de faire un petit point sur le nombre d'établissements maintenant engagés. Donc on voit qu'il y a 18% des établissements du réseau de l'enseignement catholique qui sont entrés donc dans la démarche du label. Ça fait environ 1300, hein, c'est ça, C'est 1300 ça, ouais, 1300 établissements. établissements. Et donc on voit que dans ces 1300 établissements dans la démarche, il y a 39% d'écoles qui sont inscrites. Donc ça commence à représenter un beau petit réseau d'établissements d'écoles, donc premier degré. Donc c'est pour ça qu'on trouve important de faire ce point avec vous. Donc 39%, on est un peu plus du tiers hein, par rapport à l'ensemble des établissements. Alors bon, il y a plus d'écoles sur le territoire, donc c'est peut-être normal aussi. Mais c'est vrai il y en a déjà beaucoup qui sont rentrés et qui peuvent, enfin, qui remplissent les critères, les quatre parties qu'on va prendre le temps de se rappeler ensemble. On va aller directement sur Ouais. peut-être les quatre parties qui composent le label. Euh, donc la partie 1, vous vous souvenez, hein, ce label, on nous présente souvent en disant que c'est pas un label linguistique, mais c'est un label éducatif, avec quatre parties, dont les deux premières vont plus concerner la notion d'ouverture, quand les deux derniers critères vont plus être sur le côté international avec la question de la mobilité et des langues. Donc la partie 1. Ouais, la partie 1 reprend les implications de la communauté, donc tous les partenariats locaux internationaux que l'école pourra développer dans le monde ou en France, ainsi que la valorisation de la rencontre de l'autre, donc que ce soit au niveau des élèves ou des professeurs et de l'équipe éducative de l'école. Alors pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour vous, école? Déjà, on va se rendre compte que cette ouverture des jeunes dès le plus jeune âge, ça va changer un peu un état d'esprit. Enfin, ça va mettre les jeunes, donc à partir de 3 ans jusqu'à
12 ans, 11-12 ans, vous leur apprenez, vous leur permettez de voir les choses différemment et de s'ouvrir. Ça va emmener développer l'empathie, la curiosité. On va respecter la différence puisqu'on va avoir un espace de dialogue pour parler de ces différences justement. Et puis, ben, il y a ce côté de communauté éducative. Notamment, on l'a vu avec la slide d'avant, c'est comment est-ce que vous vous structurez, vous, établissement, école, avec toute l'école, tous les enseignants, toutes les personnes qui composent votre communauté éducative. Et c'est ce que tout à l'heure, on va demander à Karl de nous présenter, enfin, qui va nous témoigner, c'est comment est-ce que il est important pour pouvoir avancer dans ce label ouverture internationale, que l'établissement euh, tout entier, que les enseignants, que l'équipe éducative vraiment adhère au projet. Euh, Ça ne peut pas marcher si on n'a que le chef d'établissement qui porte seul ce projet. Ça ne durera pas dans le temps. Et le chef d'établissement, alors on en parle aussi, enfin, on pourra peut-être échanger sur vos réalités respectives, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas de décharge ou alors une demi-décharge, ça reste compliqué de remplir ce dossier et de se lancer. Alors, c'est pas que le remplissage du dossier, mais c'est aussi de faire vivre ce dossier. Il faut vraiment que ce soit une implication de l'ensemble de la communauté. Voilà, donc la partie 2, on va dire que c'est la partie qui représente le plus le label. Donc c'est tout ce que l'école va mettre en place en plus des exigences scolaires, enfin français, maths, etc. Donc on va s'appuyer sur toutes les questions à la citoyenneté, à la solidarité internationale qui pourront être abordées, mais aussi les questions d'écologie intégrale, d'éducation à la paix, donc au niveau des enfants entre eux, mais aussi les dialogues interculturels, interreligieux, et en passant par la citoyenneté européenne. Cette partie-là, c'est vraiment la partie du label qui nous est propre à nous, enseignement catholique, et qui va nous différencier du label Euroscol, que peut-être certains connaissaient et peut-être même certains avaient déjà déposé. Puisque là, on vient vraiment affirmer ce qui nous est cher aussi. On parlait du développement, enfin de la formation intégrale. Il va y avoir cet aspect euh, de dialogue interculturel, interreligieux, comment est-ce qu'on va aller creuser et comment on va aller sensibiliser ces élèves à cette discussion avec des rencontres. Comment on va sensibiliser nos jeunes aussi aux enjeux écologiques globaux et à leurs responsabilités en tant que citoyens du monde. Donc ça, c'est important, hein. On peut faire le lien avec Laudato aussi. Et on voit que dans ce critère-là, il y a souvent des établissements qui nous parlent d'églises vertes, enfin, qui arrivent avec des, des différents labels aussi qui viennent coller dans ce critère-là. Donc, il est vraiment important, celui-ci, c'est vraiment un peu le cœur du label sur notre composante à nous, enseignement catholique. Donc pour la partie 3, la troisième partie du label, c'est la favorisation de l'ouverture internationale des élèves par les langues et la mobilité. Donc c'est tout ce que l'école va mettre en place pour l'apprentissage des langues au primaire, mais aussi la valorisation du parcours, donc comment ça va être mis en valeur sur son dossier et les possibilités de mobilité qui seront proposées aux élèves, même si c'est un peu plus compliqué au niveau du primaire, mais il y a des façons de faire grâce à Erasmus notamment. Alors Erasmus ou pas, hein, c'est souvent un critère, les 3 et 4, qui peuvent vous effrayer. Parce que quand on parle mobilité d'un jeune du primaire, ça fait toujours un petit peu peur. Mais il y a des solutions. Alors, il y a la mobilité virtuelle déjà, hein, via eTwinning et qu'on a pas mal développé aussi pendant le confinement. Mais je sais aussi qu'il y a des établissements qui ont déjà organisé des mobilités avec leurs jeunes qui étaient en école primaire. Donc, c'est possible, en effet, grâce à ces programmes Erasmus qui peuvent aider au financement. Voilà. Et donc, pour la dernière partie, c'est l'ouverture internationale des adultes par les langues et la mobilité. Donc, les formations qui seront proposées aux enseignants, tous les dispositifs internationaux qui pourront être mis en place, et donc les mobilités également. Donc là, on revient aussi sur le côté Erasmus qui va pouvoir vous aider à mobiliser et enfin, non, à favoriser la mobilité de vos enseignants.
J'ai des exemples en tête des classes, d'écoles de 3 classes qui sont parties toutes, alors c'était que des femmes, et elles ont toutes fait une mobilité ensemble sur d'abord un stage de langue et puis après un stage d'observation. Donc, c'est vraiment important parce qu'en fait, le fait d'impliquer sa communauté, ça va permettre, ça va renforcer, comme on le met, la capacité de l'établissement après à accompagner les élèves dans leur ouverture au monde. Et il est vraiment important d'associer les élèves et les adultes pour que ce soit vraiment une dynamique d'établissement euh, dans ce cadre-là. Voilà. Je ne sais pas si déjà à ce stade, s'il y a des questions, s'il y a peut-être des exemples en fait pour chacune de ces parties particuliers que vous voulez témoigner, dont vous voulez témoigner les uns les autres sur des exemples. Alors, moi, je voulais juste préciser, parce que vous avez parlé des enseignants, mais c'est aussi le personnel OGEC. Je trouve ça Oui, important bien sûr. de nommer, parce que voilà, il ne faut pas qu'il soit oublié dans la boucle. Oui, tu as raison, Christine. Effectivement, on a tout le personnel de droit privé aussi qui est associé qui fait partie. En fait, c'est vraiment la communauté des adultes et des enfants et des élèves de l'établissement. Tu as raison. Donc c'est vraiment une opportunité, on le questionnait tout à l'heure ou on le mettait en sous-titre tout à l'heure, c'est vraiment une opportunité puisque ça va développer l'ouverture culturelle, on le disait tout à l'heure, dès le plus jeune âge, un âge où ils sont en capacité d'intégrer, de rencontrer, de s'émerveiller. Ça va aussi avoir un effet de valorisation de l'établissement auprès des familles et des partenaires. Et tout à l'heure, on le disait avec Louis-Marie, c'est pas l'objectif numéro un, mais en fait, de fait, le fait de se lancer dans ce label ouverture internationale qui va mettre l'établissement en mouvement, en mode un peu projet, et puis aussi en mode valorisation. On va être fier de ce qu'on fait et on va être, dans le cadre de ce label, un peu autorisé à montrer tout ce qu'on fait de bien pour les élèves et pour les adultes. Et donc, du coup, de fait, ça rend un établissement plus attractif et ça peut donc voilà, attirer. Quand on met partenaire, sachez que le label Ouverture internationale, aujourd'hui, on l'a introduit tout à l'heure, comme ça représente de nombreux établissements, et que Louis-Marie et moi, on fait un travail de valorisation aussi auprès de nos partenaires. C'est un label qui est connu aujourd'hui. Et quand on s'est déplacé il n'y a pas longtemps à l'agence de Bordeaux, à Erasmus, la directrice de l'agence connaissait très bien chacun des critères. Et donc, quand il y a des demandes, ou quand vous dites, quand vous parlez, ah bah, je suis établissement labellisé ouverture à l'international, la personne en face, que ce soit Cambridge, Erasmus, il y en a beaucoup qui savent le travail qui a été mené parce on a présenté les étapes que vous avez suivies pour être labellisé, les critères, voilà. Donc, c'est un vrai outil de valorisation. Ça va aussi stimuler les nouvelles pratiques pédagogiques et ça, on pourra peut-être en témoigner aussi, mais le fait euh, d'encourager la mobilité de ces adultes, donc de l'enseignant, de l'école, de l'établissement, pardon. Euh, les adultes, quand ils partent en stage d'observation, vont revenir avec des regards différents de ce qui se fait dans un pays européen. Et donc, ça va venir enrichir les pratiques de l'établissement. Et puis, l'idée, c'est aussi de construire ce réseau, ben, typiquement par ces webinaires-là, et puis par la mise en place d'outils qu'on est en train de préparer avec des contacts avec des associations, euh, pour favoriser un peu cette dynamique au sein de l'établissement. Alors, une opportunité pour les écoles, donc je vous listais un peu tout à l'heure, enfin, juste avant les opportunités que ça peut amener. Euh, il y en a une autre aussi qui peut être de favoriser l'ouverture pour des établissements qui sont parfois isolés. Et on va le voir tout à l'heure parce qu'en fait, il y a des écoles qui se disent, ben, c'est pas pour moi, moi je suis en pleine campagne. Il y a pas, j'accueille pas d'élèves étrangers. Voilà, donc en fait, on ne prétend pas, enfin, on ne peut pas prétendre à cette ouverture internationale. Et en fait, on va vous montrer par le témoignage de Brieux que, en fait, on peut être un peu excentré et un peu
d'un point de vue géographique presque au bout du monde, puisque sur la presqu'île de Quiberon, presque tout à l'ouest, et qui a un intérêt à ce label, malgré son isolement un peu géographique. Et puis, Karl, donc ensuite, dans un second temps, pourra venir témoigner aussi d'une autre réalité, puisque Karl est chef d'établissement, mais ils se présenteront bien mieux que moi hein, tout à l'heure, mais chef d'établissement d'un établissement nantais qui est assez gros, puisqu'il y a pas mal de classes, centre-ville. Et en fait, quand on est établissement de centre-ville, on peut être submergé de plusieurs projets, de plein d'idées, etc. Mais on peut aussi se retrouver face à une équipe qui a besoin d'être convaincue et de s'approprier le projet pour pouvoir avancer et du coup de prendre un peu plus de temps. Peut-être, et d'être OK de se dire que le label Ouverture Internationale, c'est un label euh, c'est pas c'est un label qui doit s'inscrire dans le temps, d'où notre demande de structuration au sein de l'établissement par une commission. Encore une fois, on rappelle que ça ne peut pas être porté que par une personne qui est motivée, mais c'est vraiment un projet d'établissement. Et puis, avec des projets qui vont se mettre en place dans le temps grâce à des équipes qui ont bien compris l'enjeu et l'intérêt de ce label pour les élèves et pour les équipes. Voilà, donc si Brieux est d'accord, je vais couper peut-être la présentation. Brieux, est-ce que tu as un support ou pas de support? Alors bonjour à tous. Oui, j'ai bien un support. J'ai préparé un Ok, petit quelque chose pour que ce soit plus digeste. super. Si on te laisse prendre le partage. Ok, hop. Alors, voilà. Vous voyez un petit peu? C'est bon? C'est tout bon. Ok, super. Hop. Et normalement, là, ça devrait être bon. Vous voyez en plein écran, c'est bon? Super. Alors, bon, bah alors, on m'a confié une mission, donc c'était de vous présenter un petit peu ma réalité et notamment quels sont les enjeux spécifiques pour une école rurale. Alors, une école rurale, eh ben, pour vous la présenter, effectivement, c'est une école rurale. On est sur une petite presqu'île, voilà, reliée, bon, vous connaissez à peu près la presqu'île de Quiberon. Je suis arrivé en 2020 dans cette petite école qui date de 1891 et 40 élèves, deux classes et demie, hein, deux enseignants et demi, puisqu'il y avait deux enseignants à temps plein et puis un mi-temps. Et alors, pour vous situer exactement, vraiment, donc on est en Bretagne, la presqu'île de Quiberon, donc le petit bout qui pend dans la mer. Et puis, on est vraiment au fond d'une impasse. Il faut la trouver, cette école. Fin fond d'une impasse. Bon, on est quand même à 100 mètres de plages différentes. Donc, c'est une beau charme, mais c'est vrai que l'isolement, la taille de l'établissement font que les projets qu'on va mener seront tout autant spécifiques. Voilà une petite photo de notre école. Donc vraiment, il y a deux classes et demie, on voyait les portes d'entrée. Tout était là. Euh, Lorsque je suis arrivé dans cet établissement, les premières questions qui me sont venues à l'esprit sont donc quelle est notre direction? Que peut-on raconter de notre école? Quelle est notre plus-value? Que peut-on faire de mieux? En fait, là, on est sur une presqu'île, donc c'est-à-dire que les élèves qu'on va avoir ne viendront pas d'ailleurs. Il y a la mer autour, vraiment. Donc l'idée, c'est justement ben, d'aller capter les élèves qui sont déjà sur la presqu'île. Donc les enjeux étaient quand même gros. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit lorsque je me suis installé dans l'école, donc il faut savoir que toute l'équipe avait aussi été renouvelée, eh ben, c'était le mot vulnérabilité. J'en avais d'ailleurs fait mon mémoire pour la formation du titre de cadre et dirigeant, et le mot vulnérabilité était quand même particulièrement important. Il a été repris par notre directeur diocésain quand il est venu visiter l'établissement en disant qu'effectivement, ce sont des petites écoles qui sont très fragiles, mais qui sont des vraies perles par les projets qu'ils peuvent mener. Et donc, effectivement, on s'est saisi pleinement de la situation. Et au niveau de la vulnérabilité, il a fallu que je la cible. On m'a parlé d'enjeux, je l'ai ciblé. On avait les ressources financières qui sont
une vraie vulnérabilité partagée par les petites écoles. On a les ressources humaines. Ah ouais, on n'est pas très nombreux. Les charges de travail. Quand je suis arrivé, effectivement, moi j'étais sur un quintuple niveau, hein, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, en plus de la direction, 10 jours par an de décharge. Les compétences qui sont limitées aux ressources humaines, évidemment. Les effectifs, pour lesquels, ben, qui sont une notion qui est quand même très, très fragile dans ces établissements. L'ouverture. Quand on est une petite école, on a tendance à s'enfermer, on a tendance voilà, peut-être ne pas oser aller trop loin, ne pas oser partir, ne pas oser s'ouvrir. Et puis les projets. Et les projets, ben, ils sont limités en termes de quantité, en termes de personnel qu'on peut avoir. Il y en avait tant d'autres. J'ai ciblé cela et puis, euh, quand je suis arrivé dans cette... Alors, les ressources financières, je les ai mis... Ouais, j'ai fait même un petit code couleur. Les ressources financières sont les ressources, on peut avoir un impact dessus, mais pas tant. Il s'agit de négociations avec la mairie, les ressources humaines, la charge de travail et les effectifs, on n'a pas beaucoup d'impact dessus. Par contre, les compétences par la formation, l'ouverture par les projets qu'on va mener et puis la qualité des projets qu'on va mener sont des choses sur lesquelles on peut agir. Quand je suis arrivé dans cette école, il y avait un label qui venait d'ouvrir avec l'ancien logo qui s'appelait Établissement international. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Non, en vrai, je le savais, la DDEC m'en avait parlé avant que j'arrive. C'est Euh, marrant que tu en parles, c'est intéressant parce que effectivement, pour la petite histoire, c'était le tout début du label qui remonte, bah, Karl le connaît très bien aussi puisque tu l'avais vu, qui remonte à 2017, 2016, 2017 et c'était le tout premier nom de l'intuition parce que pour petit, je fais une toute petite parenthèse historique, mais ce label, il est né à Nantes de l'intuition d'un directeur diocésain, Hervé Bonamy, qui s'était dit que on devait ouvrir les jeunes. Le monde changeait, ça allait vite, il y avait beaucoup d'interconnexions. Il fallait qu'on les éduque et qu'on les emmène en tant que citoyens du monde qui comprennent un peu le monde dans lequel ils évoluaient. Et donc, on avait pensé ce label qui, à l'époque, s'appelait label établissement international. Et quand on a fait un bilan au bout de 2 ans, on nous a dit, eh non, mais laissez tomber votre nom établissement international, il est pourri. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est l'ouverture. Et en fait, établissement international, ça ne traduit pas cette notion d'ouverture vers l'autre. Et donc, on avait changé. Alors, il y a une étape que tu n'as pas dû indiquer, Brio, parce que je pense que tu l'as peut-être pas passé par là, mais il y a eu un autre label qui était le label établissement ouverture internationale. Non, établissement ouvert à l'international. Et ça, c'était encore du 44, enfin de la région Bretagne. Et puis après, c'est passé au label Ouverture internationale tel que vous le connaissez. Je te relaisse la parole. Merci, Marie-Caroline. Alors, juste sur ces enjeux qui sont très importants dans nos établissements, notamment de petite taille. Euh, on est particulièrement vulnérable. Et alors, vous allez voir, je me suis basé simplement sur le projet de renouvellement du label Ouverture internationale et donc le formulaire qu'il faut remplir. Donc, c'est des titres que vous avez déjà vus tout à l'heure, il y a quelques minutes. Mais je vais vous montrer en quoi, justement, moi, dans ma réalité de petit établissement, eh ben, finalement, les actions qu'on a pu mettre en place dans chacun de ces domaines nous ont permis, eh ben, de simplement transformer cette vulnérabilité en force et en attractivité. Euh, pour le premier domaine, c'était vive l'ouverture au monde et aux autres, on en a parlé tout à l'heure. L'implication de l'ensemble de la communauté, la construction des partenariats favorisant l'ouverture internationale et la valorisation de la rencontre avec des personnes, leurs idées et leur culture. Moi, je suis passé dans notre établissement, on accueille chaque année un volontaire international. Donc, c'est un volontaire international de réciprocité par le service civique. Et ben, cette rencontre-là, donc on a un étranger qui vient dans notre établissement pendant un an, eh bien, il permet de vivre cette rencontre. Très concrètement, on a accueilli quelqu'un qui venait du Cambodge pendant un an, de l'Inde. On a accueilli aussi du Pérou, du Liban. Et cette année, on a eu deux volontaires qui viennent du Ghana. Et ben, cette rencontre, elle est vivante pour les élèves, pour la communauté, et tout le monde s'implique dans ce fonctionnement-là. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Les talents, eh ben ouais, il faut arriver à mobiliser les talents de notre communauté et
de l'ensemble de la communauté. Donc, par exemple, on a des parents qui pouvaient former à la langue des signes française, qui ont pu intervenir dans l'établissement. On a eu des talents des uns et des autres, et on est particulièrement sensible dans les petites écoles au mouvement d'emploi, c'est-à-dire que ben, finalement, quand il y a une personne qui part, elle part avec ses talents. Et l'idée, c'est d'avoir cette souplesse et cette mobilité-là qui permettent de les mettre en valeur, chacune, plutôt que de dire, bah non, l'année prochaine, ça ne tiendra pas. Et bah si, on y va à fond, et pendant un an, on sait qu'on aura cette richesse-là. On a les origines. Chaque famille a des origines particulières et on l'a valorisé aussi dans notre label Ouverture internationale. Les réseaux, on a fait participer les associations, on a pu travailler dessus avec des associations internationales, mais aussi locales. Il ne faut pas oublier aussi que la rencontre, elle se fait aussi en connaissant et en sachant d'où l'on vient. Et enfin, l'ouverture, eh ben, effectivement, qui est vécue, notamment avec les volontaires internationales, qui viennent avec leur culture, mais aussi leur religion. Et on a accueilli comme ça une fille de prêtre. Bah oui, parce que les maronites au Liban, on peut trouver des filles de prêtres facilement. Voilà, enfin, tout cet ensemble-là, et puis les autres religions aussi des autres pays qui étaient très intéressantes. Et ben, juste pour reprendre ces différents points-là, eh bien, là, ça coche, par exemple, le volontaire international, eh bien, ça coche absolument les six, pardon, les six enjeux de vulnérabilité de notre établissement. Les ressources financières, puisque en tant que service civique, ben, c'est une volontaire internationale qui est payée par l'État. On a quand même une petite partie de prise en charge, mais qui n'a rien à voir avec eh ben, la ressource humaine que ça peut représenter sur le terrain. La charge de travail, puisque du coup, on a une personne en plus dans l'établissement pour travailler avec nous sur les projets. Les compétences, elle vient avec ses talents. On a une volontaire internationale qui était très forte en design, graphique, d'autres qui sont coachs de danse. Voilà, on avait pas mal de choses comme ça. L'ouverture, évidemment, qui est inhérente au projet, et puis ben, une quantité de projets très sympa à mettre en place par la suite. Les talents, exactement la même chose. Les origines, alors on travaille beaucoup sur les origines des familles avec des journées internationales. Donc là, on transforme notre école dans la culture d'un pays pendant une journée et chaque élève est amené à découvrir, par l'implication de tous, eh ben, la présentation d'un pays différent. On en fait 3 par an. Et ça, c'est une vraie richesse aussi, puisque bah, on fait un petit déjeuner anglais, l'autre jour, on a fait des pizzas pour l'Italie, entre ça et puis la découverte des enjeux du pays. Dans le réseau, avec les associations également, les associations qui sont plutôt ouvertes sur l'international ou dans le local, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, pareil pour tous les discours et tous les dialogues qu'on a pu mettre en place sur l'interreligieux, sur le religieux en lui-même. Et puis, bah, finalement, ça questionne aussi notre identité. Et ben, très bien, toi, tu es comme ça, tu as ça dans ton pays, ça fonctionne comme ça, et qu'est-ce que ça évoque chez moi? Et nous, on a ça. Et ça, c'était vraiment passionnant. La deuxième, c'est répondre aux enjeux de la formation intégrale de la personne. Et ben alors là, ça vous donne une quantité de projets qu'on peut mettre en place qui sont absolument bah, génialissimes. Alors la citoyenneté, la solidarité, eh ben, effectivement, toutes les actions, ce ne sont pas que des projets qu'on crée, ce sont des projets qu'on vit déjà, mais qu'on réoriente simplement. Par exemple, bah, on fait une course de solidarité ou un bol de riz et on l'oriente à l'échelle internationale. Pour l'écologie intégrale, chaque volontaire international venait parler de la réalité écologique de son pays. Il y avait tout un volet de notre projet dessus. Pour les droits de l'homme et de l'enfant, pour la paix et la fraternité, pareil. Et en fait, on travaille la paix déjà en apprenant à comprendre l'autre. Et ces éléments-là, on les vit dans notre école. Le dialogue interreligieux, interculturel, j'en ai déjà parlé. Et puis pour la citoyenneté européenne, eh ben effectivement, alors on a fait venir, donc là notre objectif c'était de faire venir des volontaires internationaux plus centrés sur l'Europe, mais effectivement ça passe par, on en parlera tout à l'heure, mais la mobilité effectivement des élèves. Alors nous ça va parce que on est sur notre petite presqu'île isolée, mais juste à côté il y a Jersey, donc en fait on peut très bien aller en Grande-Bretagne au Royaume-Uni, pardon, du coup, avec les élèves de temps en temps, on peut envisager ce genre de choses-là qui sont passionnantes. Et un peu plus tard au collège, ils vont effectivement en Espagne ou dans d'autres pays. Et c'est simplement orienter les projets que nous avons déjà dans d'autres directions. Tout n'est pas à créer au moment du label Ouverture internationale, qui parfois peut, qui peut un peu freiner. Ouais, on n'a déjà pas le temps pour nos projets, effectivement. Ben, on peut juste reprendre ce qu'on fait et travailler en l'orientant vers un but unique.
Favoriser l'ouverture internationale des élèves par la langue et la mobilité. Et ben effectivement, pour l'apprentissage des langues, les volontaires internationales faisaient un petit cours de langue dans sa langue. Donc les élèves, c'est un peu patchwork, mais les élèves savent un peu parler arabe, savent un peu parler espagnol, savent un peu parler... Ça fait partie d'un parcours d'ouverture linguistique et de voir que les langues, ben, c'est ce qui nous unit et c'est ce qui nous permet de communiquer. Ça nous a permis aussi de réfléchir sur une progression d'anglais dans la classe, dans notre école. On l'a dit tout à l'heure, parfois dans les équipes, il y a toujours quelqu'un qui parle très bien anglais et qui peut assurer dans l'équipe des cours d'anglais. Et ben là, on s'est dit non, il va falloir travailler les choses autrement et parfois, la co-animation est intéressante, mais aussi le développement personnel de l'anglais, notamment par la mobilité, peut être intéressant. Je reviendrai juste après, parce que ce sera la mobilité des adultes, qui nous permettent de justement créer une évaluation du parcours linguistique. Et puis l'immersion et la mobilité, eh ben, effectivement, pour les élèves, alors on fait partie maintenant d'un projet Erasmus+, on a ouvert un compte à Presqu'île, et qui nous permettra d'envisager ça à plus ou moins long terme. Mais en tout cas, pour ce qui est de la mobilité des élèves, on peut très bien, en France, en restant en France, arriver à faire de l'interculturalité avec American Village, British Village, pas mal d'autres choses qui permettent finalement de travailler la langue et la culture en même temps. Et puis ceux qui habitent près d'une frontière connaissent aussi ça, puisqu'ils peuvent aussi plus facilement aller rejoindre un autre pays. On a parlé de la mobilité tout à l'heure avec eTwinning. Effectivement, la mobilité virtuelle avec eTwinning, ça marche plutôt bien. Alors, voilà, il arrive en premier, il y a un petit couac. Favoriser l'ouverture internationale des adultes par les langues et les mobilités. Alors ça, c'est génial. Euh, Favoriser la formation linguistique. Alors, il faut savoir que nous, on a participé à un projet, je vais les mettre d'ailleurs directement. Voilà. On a participé tout de suite à un projet de mobilité Erasmus+, grâce au consortium qui avait été développé par notre direction diocésaine, par nos services. Et on a pu partir en équipe. Bon, elles sont toutes venues avec leurs conjoints. Mais c'était très sympa. Mais on est parti en job shadowing, alors c'était en immersion à Helsinki, en Finlande, dans les écoles et un collège pendant une semaine, observer comment ils fonctionnaient, puis on est revenu et on a pu faire simplement raconter ce qu'on a vu, raconter ce qu'on a découvert, et puis créer des projets et des réflexions par rapport à la récréation, par rapport à pas mal de choses. Là, pareil, c'est ressources financières parce que c'est payé par les fonds de l'Europe, des ressources humaines. Effectivement, c'est intéressant parce que on crée du réseau, on crée des personnes, on crée de la valeur ajoutée en tout cas avec ce qu'on a observé là-bas, ce qu'on a pu mettre en place aussi quand on est revenu. Valorisation de la formation linguistique, eh bien, alors ça, avec Erasmus Plus encore, on était parti à Chypre quand il faisait très froid en France. Et on est parti à Chypre, quoique sur la presqu'île, c'est plus les tempêtes. Mais on est parti à Chypre pour aller nous former en anglais. Et pareil, c'était une expérience qui est vraiment, au niveau de l'équipe, qui est vraiment fédératrice et qui permet d'avancer, de revenir avec une maîtrise plus grande de la langue, d'une langue étrangère, mais également de travailler en équipe sur ces projets de programmation, de progression, de parcours linguistiques. Et puis eTwinning. Alors eTwinning, on l'a pas beaucoup utilisé, mais la formation aux dispositifs internationaux un peu plus. On travaille aussi beaucoup avec nos volontaires internationales euh, sur leurs écoles à elles quand elles étaient petites. Et parfois, leur maman ou leur papa sont dans une école en tant qu'enseignant ou à la direction, et puis on peut créer des partenariats, travailler davantage sur ces éléments-là, et ça, c'est vraiment très riche aussi. Pour moi, finalement, le label ouverture internationale, c'est un catalyseur, comme un projet éducatif, comme un projet d'établissement, bien qu'incomplet, mais finalement, quand je suis arrivé dans cette petite école, elle n'en avait pas. Il n'y avait pas de projet international, il n'y avait pas de projet éducatif, il n'y avait pas de projet d'établissement, il y avait ce label ouverture internationale-là. Donc, on s'en est servi, et puis on a permis de concentrer les activités qui étaient déjà faites, que les enseignants connaissaient déjà, et de créer d'autres projets petit à petit, parce que tout ce que je vous présente là, effectivement, ça s'est fait en quelques années. Mais petit à petit, on rajoute des cailloux. C'est l'image que j'utilise avec l'équipe. Je dis, OK, il faut qu'on mette des cailloux dans notre panier pour ce label ouverture internationale-là et tous les enjeux que ça peut représenter, les valeurs éducatives.
Euh, il faut pas oublier que le label ouverture internationale, il récompense tous les projets que vous avez faits sur les 3 dernières années, en tout cas, qui permettent, ou que vous ambitionnez de faire pour le futur, et qui permet justement de les récompenser d'une manière ou d'une autre, de mettre un coup de tampon en disant, ben là, on peut en parler effectivement partout. Parce que la clé avec ce label ouverture internationale, c'est la communication. Et ça, c'est important. Et on fait beaucoup trop de choses, moi je connais, hein, dans l'enseignement catholique. Beaucoup, 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 beaucoup de projets, beaucoup trop de choses qui sont magnifiques et on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Euh, donc finalement, quand je reprends ces 4 questions, quelle est notre direction? Que peut-on raconter? Notre plus-value et que peut-on faire de mieux? Ben, inscription, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Je suis obligé de sélectionner les éléments que je vais dire parce qu'effectivement, il y en a quand même beaucoup. Et c'est juste par des petites choses. On sait très bien faire l'appel le matin, on sait très bien écrire la date en français ou exprimer nos émotions en français selon les rituels qui sont mis en place dans les écoles. Bah, faisons-le en anglais. C'est des petites choses, vraiment, c'est la somme de petites choses. Je vous ai parlé d'Erasmus+, je vous ai parlé de gros projets du temps, mais ça passe par des petites choses aussi, et qui sont essentielles. Ils sont arrivés après les autres projets. Aujourd'hui, on accueille notre 6e volontaire international. On a 60 élèves dans l'école, 3 classes entières, et on a ouvert un consortium Erasmus+, qui est un peu le sésame de l'Erasmus+, pour la création de projets. On est passé niveau 2 au niveau du label ouverture internationale. Le 3 n'est pas encore ouvert, c'est ça, Marie-Caroline? Il est en cours, et bientôt on pourra donner des niveaux 3 dits expertise sur un des domaines. Mais tu vois, typiquement le côté volontaire international que tu maîtrises bien ou Erasmus, enfin, on verra en fonction de comment on le met en place, mais ce sera intéressant. Mais pour l'instant, pas encore. Merci. Et puis effectivement, donc on a ces différents éléments. Alors, pour l'anecdote, donc sur la presqu'île de Quiberon, j'ai pris l'année dernière la 2e école qui, elle, se situe à Quiberon, qui est aussi une petite école, 4 classes. Et cette année, j'ai pris en plus le collège parce que vraiment, on s'ennuie. Donc, on est en train de former un pôle, justement, sur la presqu'île où on va pouvoir ouvrir. Il y a 7 000 habitants, mais des projets à ne plus savoir qu'en faire, et surtout beaucoup de place dans les établissements qui permettraient d'accueillir des classes européennes qui souhaiteraient découvrir la côte, qui souhaiteraient découvrir les activités nautiques, mais également faire des échanges interculturels. Par Erasmus+, c'est complètement possible, et ça fait partie de la quantité de projets qu'on pourrait mettre en place assez facilement et qui sont catalysés par le label Ouverture Internationale qui a servi vraiment de boost pour tous ces projets-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brieux. Merci vraiment parce que tu reprends différents éléments. Je me suis noté des petits points avant de donner la parole à Karl. Tu parles de catalyseur et tu as dit quelque chose qui est important pour vous, qui êtes déjà engagé ou peut-être à vous questionner. Tout n'est pas à créer. Vous faites déjà plein de choses dans votre établissement et la posture, enfin le label va vous mettre en posture d'observeur, enfin d'observation d'observateurs de ce que vous faites. Et ça va permettre de valoriser, et ça tu l'as dit aussi, je pense que chez nous, on fait énormément de choses en effet, et que des fois, on est un petit peu gêné de la ramener, hein, et donc du coup, on laisse des projets un peu de côté, alors que là, le label va permettre de les valoriser. Euh, Tu as dit aussi que petit à petit, on rajoute des cailloux. Je trouve que c'est important à souligner parce que le label, c'est pas une finalité en soi. C'est vraiment une dynamique, en fait. Le fait d'être labellisé, ça va venir valoriser, donner un peu de réalité et de poids à votre engagement, mais c'est vraiment la dynamique qui est importante et qui doit se mettre en place petit à petit. Et on se renouvelle. Parfois, on va plus mettre des cailloux dans le critère 3 ou dans la partie 4. Et puis en fait, ça s'oriente en fonction des actions que vous mettez en place, des projets peut-être d'années, etc., de votre établissement. Euh, et puis j'ai une dernière question, Brieux, peut-être sur, parce qu'au niveau des élèves, si tu devais résumer depuis 3 ans maintenant, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps que tu es dans la dynamique, dans la démarche, mais est-ce que tu as constaté quand même euh, au niveau de ton équipe,
Est-ce que tu aurais des mots que tu pourrais témoigner suite à... Enfin, est-ce qu'il y a eu une avant, après le label? Et alors, quand on est arrivé dans l'établissement, effectivement, toute l'équipe avait changé en même temps. D'accord. Donc, on avait carte blanche. Il fallait qu'on avance sur ces projets-là. Et comme je le disais, bah, il y en a qui étaient très bons en anglais et d'autres qui étaient, qui étaient des billes. Bah, la formation et tous les projets qui ont engendré justement cette dynamique ont été des vecteurs de rapprochement, de cohésion, de complicité, de... En fait, quand par exemple quelqu'un n'était pas suffisamment à l'aise en anglais, bon, il y avait la formation certes, mais ça passe aussi par la confiance en soi, ça passe aussi par pas mal de choses. Et ben, on pouvait lui laisser plutôt toutes les tâches qui étaient plus centrées sur la culture étrangère. Donc, on essaie de valoriser les talents de chacun pour ajouter ces cailloux-là. Et, et chaque personne, par exemple, avant que j'arrive, il y avait une filière bilingue breton. Alors, pas vraiment officielle, mais bon, il y avait une belle option breton qui était mise en place dans l'établissement. Et bah, il y avait personne de nous qui savait parler Mince. breton. Donc, eh ben là, on a trouvé un intervenant extérieur qui a pu donner quelques leçons, que ce soit sur la culture, mais aussi la langue bretonne. Mm. À chaque fois, on essaye de trouver voilà, des éléments qui permettent de travailler à la fois sur l'identité des élèves, mais aussi sur nos objectifs qui sont concrets. Mm. Si, le label a été une source de rapprochement. Et puis les enseignantes qui sont arrivées après, parce qu'il y a quand même eu du mouvement de l'emploi, eh bien justement, elles savaient qu'elles arrivaient dans cet établissement avec ce label-là. Donc il y avait une autre dynamique aussi qui se mettait en place. Et l'idée, c'est justement de maintenir avec les petits bilans annuels où est-ce qu'on en est. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et avancer sur ces projets-là. C'est un projet d'établissement qui met en avant les valeurs d'ouverture, mais aussi les valeurs très humaines et puis qui font véritablement office de projet éducatif. Comme je disais tout à l'heure, il faut rajouter deux, trois petits volets intéressants là-dedans, mais il en faut pas beaucoup, faut pas grand-chose de plus. On peut complètement s'en saisir et c'est très facile. Merci beaucoup. Tu disais qu'il y avait des enseignants qui arrivaient après et qui sont arrivés dans un établissement avec cette coloration d'établissement, un peu ouverture internationale. Euh, c'est important, on l'a redit, je l'ai redit vraiment, qu'il y ait l'équipe qui s'approprie ce label. Et du coup, j'ai demandé à Karl, donc, qui va se présenter, de témoigner un peu, lui, de son histoire. Alors, Karl est labellisé établissement ouvert à l'international niveau 2, mais il a mis un petit peu de temps. Est-ce que, Karl, tu veux nous expliquer un peu, toi, ta réalité au niveau de ton établissement? Oui, alors déjà, bonjour à tous. Alors, vous m'entendez? Très bien. Déjà, merci Brieux pour l'intervention très riche. Et je pense que ce serait intéressant de pouvoir partager ça à toutes nos petites écoles, de montrer ce dynamisme. En tout cas, merci pour vraiment ton intervention. Alors moi, je n'ai pas de présentation, je n'ai pas de pas de présentation comme toi, donc je vais essayer d'être euh, clair. Déjà, un historique, hein. Donc moi, je termine ma sixième année à l'école Saint-Jean 23. Donc c'est une école du centre-ville de Nantes, 16 classes, un dispositif Ulysse. 460 élèves, 42 adultes entre les enseignants et tous les salariés au GEC. Donc déchargé à temps complet et école située dans un quartier aisé avec un IPS élevé. Euh, je donne ces précisions parce que je pense que c'est important en tout cas dans notre problématique. Alors lorsque moi j'ai pris la direction de l'école, celle-ci n'était pas engagée encore dans la mobilisation et d'un commun accord avec la chargée de mission, hein, lorsque j'ai reçu ma lettre de mission, nous y avons inscrit l'entrée dans la démarche. Alors à l'époque, la démarche n'était que 44, hein. On n'était pas encore sur une démarche nationale. À titre personnel, à l'époque, je siégeais aussi au CODIEC. Et donc, j'avais suivi la naissance et la croissance du label, comme tu le disais tout à l'heure, Marie-Caroline.
Et j'étais vraiment convaincu du bienfait de cette labellisation et je voulais faire rentrer l'école. Donc, pour répondre à la question que tu m'as posée, Marie-Caroline, pourquoi être rentré dans cette démarche? Bah, première raison, euh, un chef d'établissement éclairé et surtout hyper motivé. Déjà, première chose, un des préalables. Mais comme tu le soulignais aussi, on ne rentre pas dans une démarche seule. On prend le risque sinon de se prendre clairement un mur. Pour cela, il y a des prérequis hein, pour entrer dans un projet, mais là, tous mes collègues chefs d'établissement, bah, vous les connaissez, il faut une équipe ouverte déjà. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir une équipe exigeante, bosseuse et dynamique. Euh, il faut une équipe stable. Si on veut construire les choses à long terme, il faut une équipe stable qui ne change pas tous les ans. Et je sais que ça, c'est une problématique dans beaucoup d'écoles où les enseignants changent d'une année sur l'autre. Il faut que les parents soient aussi partenaires, les associations notamment. Il faut emmener les familles avec nous. Alors, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le plus compliqué, car la marque internationale, euh, même si on ne le fait pas pour ça, est tout de même un outil de communication incontournable. Et puis, je le disais tout à l'heure, il faut un chef d'établissement convaincu et motivé. Pas de projet sans nous, pas de projet sans chef d'établissement. Nous sommes, alors, moi, je compare souvent ça à de la musique, c'est-à-dire que le chef d'établissement, c'est le chef d'orchestre. C'est pas nous qui allons interpréter, qui allons jouer la musique. Nous faisons en sorte que nos musiciens, c'est-à-dire l'équipe éducative, les enseignants, la communauté éducative en général, nous faisons en sorte qu'ils jouent en harmonie dans le rythme. Voilà. Alors, euh, première chose, partir de la réalité de l'école. Lors de la présentation de ma feuille de route à l'équipe, lorsque je leur ai annoncé ma volonté de faire rentrer dans l'établissement, euh, euh, les faire rentrer dans le processus de labellisation, j'ai surtout insisté sur ce qui se faisait déjà. Avant de rentrer dans le projet, c'est on observe qu'est-ce qu'on fait déjà. Et comme pour de nombreux projets mis en place d'ailleurs dans nos établissements, on part d'abord de nos réussites. Et ces réussites, elles vont être mises au service des besoins recensés, besoins des élèves, besoins des adultes. Donc moi, je me suis appuyé à l'école Saint-Jean 23 sur notamment un projet spécifique qui avait été mis en place, qui fonctionnait bien depuis plusieurs années, un travail autour de l'anglais en CM1 et CM2. Euh, les CM1 et CM2 ont 3 heures d'anglais par semaine en demi-groupe avec des intervenants. Et clairement, ils finissent leur scolarité avec un niveau d'anglais équivalent à un niveau de milieu de sixième, fin de sixième. Euh, donc, première porte d'entrée pour convaincre l'équipe, l'apprentissage des langues, en leur disant, vous êtes déjà expert dans un des volets du label. Donc, à ta question, Marie-Caroline, pourquoi être entrée dans cette démarche? Donc, la deuxième raison, nos écoles ont déjà de l'expertise. Elles ont déjà un certain niveau de maîtrise dans un des domaines, hein, peu importe le domaine, mais apprentissage des langues, dialogue interculturel, ouverture au monde, mobilité, écologie intégrale. Alors ensuite, on va partir des besoins repérés. Comme je l'ai dit auparavant, l'école Saint-Jean 23 est située dans un quartier privilégié de Nantes. Alors, la mixité sociale, ce n'est pas une réussite à l'école, hein, elle n'est pas présente, on va clairement le dire. Alors, c'est une école de quartier, ce n'est pas un choix d'établissement d'inscrire des familles avec des EPS élevés. Nous inscrivons les familles du quartier, de la paroisse, et d'ailleurs, l'école publique voisine a un IPS à peu près identique au nôtre. Le danger donc pour nous aurait été de tomber dans du communautarisme. La connaissance de l'autre s'arrête à celle de ses semblables. Et donc, pour nous, le label international s'avérait donc une porte d'entrée à cette ouverture interculturelle. Donc, troisième raison, pourquoi sommes-nous rentrés dans la labellisation? Pour ouvrir notre école à l'autre, ouvrir à l'autre dans sa différence. Alors, on s'est appuyé également sur tout le travail qu'on mettait en place avec le dispositif Ulysse, qui a trouvé complètement sa place également dans le projet de labellisation. Donc, vous comprenez bien que une fois qu'on a tout ça, qu'on a fait tout ça, on a de beaux objectifs, on veut rentrer dans ce processus.
comment est-ce qu'on emmène une équipe avec nous? Une équipe de 22, 23 enseignants et donc, en rajoutant les salariés, 42 adultes. Parce qu'on peut faire confiance à nos collègues enseignants, hein, et dans l'être humain en général, hein, on a toujours plus de facilité à exprimer nos peurs, nos craintes, qu'à exprimer notre enthousiasme. Donc les premières peurs de l'équipe qui, moi, m'ont été transmises, c'était quoi, encore du travail supplémentaire, ça fait ça de plus, comme si nous n'en faisions pas assez, et quand est-ce qu'on va faire le programme? Quand est-ce qu'on va faire le programme? Euh, D'autres remarques, à quoi ça va servir? On a déjà plein d'élèves à l'école. Est-ce que c'est une vitrine? Est-ce que c'est seulement une pancarte à l'entrée à l'entrée de l'école? Alors, ce sont vraiment des remarques que j'ai eues. Euh, alors, ce qui a été facilité, facilitant, je pense, hein, c'est euh, moi, je suis arrivé avec ce projet-là. C'est-à-dire que de base, je suis arrivé avec comme objectif rentrer dans le label. Donc, j'ai pu m'appuyer aussi sur finalement l'institution qui m'envoyait en mission pour cela. Alors, pour convaincre, il faut être convaincu soi-même, déjà. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que le chef d'établissement soit convaincu et il faut s'appuyer sur ce qui ne peut pas être contesté au sein de l'établissement. Et qu'est-ce qui ne peut pas être contesté au sein de l'établissement? C'est le projet de l'établissement. Quand il y en a un, quand il y en a un. En tout cas, moi, je me suis appuyé sur le projet d'établissement en disant, mais regardez, on retrouve au sein de notre projet, finalement, les critères du label. Alors, Brieux, tout à l'heure, il rentrait dans une démarche inverse, n'ayant pas de projet d'établissement, c'est le projet du label qui a constitué son projet d'établissement. Nous, finalement, c'est l'inverse. Je me suis appuyé sur le projet d'établissement pour pouvoir rentrer dans le projet de labellisation. Exemple, dans notre projet d'établissement, nous avions l'ouverture à l'autre par la charité. Euh, on avait une meilleure connaissance de l'autre par le biais de la vérité. L'école Saint-Jean 23, alors c'était difficile hein, d'exclure la notion d'international et d'universalité, car le pape Saint Jean 23 étant l'auteur notamment d'une encyclique sur l'union entre les peuples. Donc nous nous retrouvions complètement. Donc pour convaincre, il faut être convaincu soi-même, s'appuyer sur ce qui ne peut pas être contesté, et il faut rassurer l'équipe. Alors rassurer l'équipe, notamment sur le fait que le projet, ce n'est pas un projet en plus, mais une manière d'appréhender les futurs projets que l'école mettra en place. euh, alors que nos projets pédagogiques soient inscrits sur 3 ans ou sur un an, en fait, il nous sera toujours demandé d'utiliser l'ouverture nationale comme un prisme en fait, de lecture ou de relecture de nos différents projets. Alors, tu parlais, toi, de catalyseur, Brieux, tout à l'heure. Moi ouais, j'utilise le terme de prisme. Tous les projets que nous allons mettre en place, on va les regarder à travers le prisme de l'international. Euh, Donc, je vous disais, pour convaincre, il faut être convaincu soi-même et rassurer l'équipe. Et puis, autre chose, pour convaincre, il faut être convaincu soi-même et donner un plus à l'équipe. Donner un plus à l'équipe. euh, donc, il fallait que je leur montre que, ils allaient gagner quelque chose, que les élèves allaient gagner quelque chose, que les enseignants euh, allaient gagner quelque chose. Donc, rentrer dans la démarche nous a permis de rentrer également notamment dans le consortium Erasmus. Et donc, enseignants et salariés au GEC ont pu partir en séjour linguistique, séjour culturel, stage d'observation, en 5 ans, sur 42 adultes. Euh, Toutes celles et tous ceux qui ont souhaité partir sont partis. Certains partent même tous les ans. Et les retours sont véritablement tous positifs. On a eu Dublin, Malte, Rome, Venise, Barcelone, Pise, Bergen, Hambourg, Bruxelles, Stockholm, etc., etc. Mobilité d'adultes, mobilité d'enfants. On a eu la chance de pouvoir emmener nos élèves à Bergen, en Norvège, à la rencontre de correspondants l'année dernière. Euh, donc,
je pense que là, les enseignants clairement se sont dit, alors le label, c'est aussi ça. OK, d'accord. On va pouvoir nous grandir, on veut dire, nous former via cette labellisation. Alors, quels sont les impacts positifs? Donc, bah, pour les élèves, une ouverture aux autres, une ouverture au monde, un apprentissage des langues réfléchi et évalué. Une cérémonie leur est dédiée en fin d'année avec une remise de diplôme français-anglais. Quels sont les impacts pour les adultes de l'école? Le label est considéré maintenant comme une branche en fait de notre projet d'établissement. Et il permet d'alimenter tous nos projets pédagogiques. L'année dernière, exemple concret, on avait un projet alors, qui était diocésain hein, autour des Jeux Olympiques. Mais nous, on a voulu relire ce projet des Jeux Olympiques à travers le prisme, justement, du projet du label international. Pour les adultes de l'école, le label est un appui à la formation linguistique, culturelle, pédagogique, par la découverte de pédagogie, justement, dans les pays du Nord, en Belgique. Là, j'ai des collègues aujourd'hui qui y sont actuellement à Bruxelles pour découvrir l'école inclusive. Merci Marie-Caroline, d'ailleurs, de nous avoir mis en relation. Et puis pour les familles, alors, Louis-Marie en parlait tout à l'heure, ce n'est pas la priorité. Euh, on va dire, l'image ou la pancarte label international. Sauf que les familles aujourd'hui sont sensibles à cette notion-là. La mise en avant des différents projets est un axe de communication fort, véritablement. Euh, Nous, en tout cas, on est reconnu par les familles comme, oui, alors des experts, c'est un peu, ça fait un peu flatteur, mais en tout cas, c'est le cas. Hein. On a plus de 80 élèves sur liste d'attente. Et un des premiers critères que les familles abordent lorsqu'elles demandent l'inscription, c'est le fait d'être ciblé école ouverte sur l'international. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop confus. Euh, il reste tant de choses à faire encore d'ailleurs. L'avantage du label, c'est qu'on n'a jamais terminé. On s'appuie sur ce qui a été fait et puis pour pouvoir partir sur encore d'autres découvertes. Et nous, notamment, là, nous souhaiterions vraiment développer le relationnel nord-sud avec des écoles relationnelles avec des écoles d'Afrique, par exemple. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez Merci, d'autres Pierre. questions. Merci beaucoup. C'est marrant parce qu'en vous écoutant tous les deux, et je pense que les autres participants auront la même conclusion que moi, on a vraiment deux réalités avec une grande école en centre-ville, avec pas une liste d'attente, pas besoin d'effectifs supplémentaires, et puis une toute petite école avec une petite équipe dans une zone rurale et une recherche d'élèves quand même aussi voilà, où il faut les faire venir. Et donc, deux réalités, des besoins différents et une réponse commune en fait. Le label Ouverture internationale qui va en fonction, grâce à son organisation, au fonctionnement du label, qui va permettre d'orienter un peu la dynamique en fonction justement de votre réalité. Donc je trouve ça intéressant. C'était l'intérêt d'avoir ces deux témoignages complètement différents parce que vous qui êtes présents ici, vous vous situez peut-être entre les deux peut-être plus d'un côté ou de l'autre. Donc un grand merci. Je vois qu'il est déjà 18 heures. J'aurais voulu qu'on ait un petit peu de temps de questions-réponses. Je ne sais pas si là, il y a des observations ou des réactions suite au témoignage. Non, c'est tout bon. Donc je vais remercier vraiment Brieux et Karl. Et puis on le dit tout à l'heure, hein, enfin on l'a dit en début de webinaire, c'est aussi un grand réseau. Et donc à terme, l'idée c'est aussi de vous mettre tous en relation les uns les autres avec ce que vous faites bien, ce que vous avez maîtrisé déjà plus ou moins grâce au niveau 3 aussi. Mais si jamais il y a des participants qui veulent être mis en relation sur des thématiques, surtout n'hésitez pas, on est là les uns les autres pour faire du lien. Oui, Marie, tu veux dire quelques Oui, mots? juste un mot pour faire suite à ce que Karl disait. C'est vrai que il y a la mise en réseau, c'est extrêmement important, le réseau de l'enseignement catholique à travers le label. Marie-Caroline a évoqué à mi-mot le fait qu'on est en train de voir comment déployer aussi le label au niveau d'autres pays européens. D'ailleurs, on aura une réunion enfin, autour du 20 mars
à Tirana en Albanie avec Jade et Marie-Caroline, avec les responsables de l'enseignement catholique de 30 pays d'Europe, au cours duquel on pourra présenter le label. Donc ça va permettre de diffuser aussi et d'élargir le réseau. Quant à la recherche d'établissements dans d'autres pays, il ne faut pas hésiter à me solliciter, puisque très concrètement, je pars par exemple en Afrique jeudi, là je vais en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et je vais être en contact avec des responsables de 8 pays d'Afrique qui ont peut-être des établissements qui peuvent être intéressés pour des échanges sous diverses formes avec des établissements en France. Donc n'hésitez pas à me solliciter pour que je vois comment je peux éventuellement vous mettre en lien. Après, il y a la mise en lien, c'est facile. Après, il y a tout le travail à développer avec des réalités, des cultures, des rapports au temps et à la notion de projet qui sont très différentes, mais ça vaut le coup d'être tenté. Bah, c'est ce Voilà. qui est riche aussi. Je crois, Louis-Marie, j'ai vu Maude lever la main peut-être avec Ah, une intervention. Vous avez votre micro J'arrive. de coupé. Voilà, ça y Ouais, est, c'est je bon. cherche à ouvrir le micro. Bonjour à tous. C'était justement par rapport à la mise en réseau. Je participe parce qu'on a validé l'année dernière le niveau 1. Et là, on pédale un peu dans la semoule pour le niveau 2. Et tout à l'heure, Karl parlait des peurs et on se trouve justement confronté à ces peurs sur quand est-ce qu'on fait notre programme, etc. Et je trouve que la cartouche d'utiliser, bah oui, cette mobilité, là on parlait encore à midi entre collègues, bah voilà comment ça se passe en Suède, etc. Et puis du coup d'être en relation avec des écoles pour se dire, ok, on va pouvoir nous être mobiles, avoir des nouvelles idées et être s'enrichir. Mais c'est vrai que moi, je ne sais pas trop où aller contacter. Pour l'instant, on est, l'école est un peu seule et, et je sais pas par quel biais en fait le faire. Alors, il y a déjà le premier biais, c'est peut-être votre commission locale, mais s'il n'y a pas de réponse on va vous remettre notre adresse internationale à Paris où on prend les demandes en fait quand vous cherchez des partenaires. Et justement, par le réseau européen, par Louis-Marie qui a tout un réseau mondial, hein, ou par l'OIEC, l'Office international d'enseignement catholique aussi, on peut avoir des contacts en fonction de vos besoins et pour vous accompagner. Donc, on va vous remettre l'adresse. Je vais la mettre tout de suite dans le Oui, après, chat. c'est aussi, on n'a pas fort. Enfin, là, en écoutant, je me rends compte que c'est important de tisser les liens et voilà, je ne savais pas quel fil tirer, mais très bien. Je vois Christine Tipi, on s'était rencontrés l'année dernière, donc effectivement, je sais que je peux la contacter, mais voilà, il y a des connexions qui se font pas toujours. et Christine, c'est comment nous contacter, hein. C'est assez facile. Le lien est bien fait. Sur cette question des recherches d'établissements, on va dire au-delà des frontières de la France et de l'Europe, c'est vrai que c'est, encore une fois, faut vous dire que ça prend du temps, que c'est long à installer et qu'il faut vraiment être persévérant. J'étais la semaine dernière en Égypte, on avait une réunion avec des responsables de l'enseignement catholique de différents pays du Moyen-Orient. Et je discutais avec des religieuses libanaises qui sont toujours intéressées par développer des partenariats, mais on voit que ça prend du temps, ça met du temps à se mettre en place, c'est pas toujours facile de se rencontrer, c'est pas toujours... Donc il faut persévérer, il faut se dire que c'est vraiment de longue haleine et il faut pas s'imaginer que on s'appelle et que ça marche tout de suite, quoi. Il faut vraiment prendre ce temps, le temps est important, le temps de la construction. Mais ça, on peut vous accompagner là-dessus, hein, sans difficulté, avec Et- grand plaisir Alors, même. si je peux intervenir, c'est Karl. Si je peux Oui. intervenir juste par rapport à la mise en réseau. Alors, la problématique, il y a la mise en réseau, mais il y a aussi l'administratif Erasmus et du consortium. Et c'est vrai que dans certains diocèses, on est avantagé par le fait que les directions diocésaines créent elles-mêmes des consortiums pour regrouper les écoles. Parce que quand il faut tous palucher à la main pour une petite école, c'est complexe. Ou alors se regrouper peut-être avec les établissements du second degré qui le font. Sachant que on s'est mis d'accord avec l'agence Erasmus+, enfin, on suit l'initiative, enfin, la proposition qu'ils font et que nous a fait encore Agnès de Simone, qui est intervenue dans le cadre des webinaires là, il y a quelques semaines, qui est de l'agence Erasmus et qui fait la promotion des consortia, enfin, de façon à ce que vous rentriez dans un consortium, parce que là, effectivement, ça allège sacrément, que ce soit un consortium de l'enseignement catholique ou pourquoi pas un consortium du rectorat ou enfin, de l'académie, quand vous avez la possibilité de le faire. C'est une bonne idée, ça. Mais ça restera quand même un petit peu le champ. Après, on va pas aller aujourd'hui, on pourra faire un webinaire sur la recherche de partenaires à l'étranger, mais c'est pas le lieu là. Mais on pourra effectivement le faire via Erasmus et en dehors d'Erasmus, parce qu'il y a quand même des réseaux importants dans ce domaine. Voilà.
On va être Ouais. obligé de s'arrêter. Oui, pardon, pardon. Non, quand on commence de Oui, regarder eTwinning et puis ouais, le Erasmus+, moi j'avoue que je suis restée, oh mon Dieu, Euh, ça me paraît, enfin ça paraît quand même, oui il y a des choses magnifiques, mais bah, c'est ce que vous disiez, faut du temps et ouais. faut vraiment sentir qu'il y a une équipe autour et ne pas se retrouver isolé face à ça parce que Oui, puis Et puis, il être en faut... réseau, c'est- en fait, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent le langage erasmusien, le e-twinning, etc. Et donc, du coup, c'est aussi se faire accompagner par des experts qui vont pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors, Erasmus, c'est vraiment compliqué, les consortia sont importants, mais e-twinning, il y a des petits tips où il y a des petites formations à suivre qui vont vous permettre au moins de rentrer dedans et de vous rendre compte que voilà, c'est juste une habitude à prendre. Mm, Voilà. Et puis après, ce qui fait la réussite de ces projets-là, de ces mises en réseau, quelle que soit locale ou plus éloignée, c'est la rencontre qui peut se faire en vrai ou qui peut se faire à distance. Mais aller rencontrer les gens, c'est quand même, c'est la meilleure façon de faire, c'est sûr. Les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Vous retrouverez le lien on va vous envoyer le lien vers l'enregistrement. Simplement, je veux dire que le prochain webinaire sera le 10 mars, dans un mois pile. Et là, ce sera sur le thème du second degré dans le label ouverture internationale spécifique au second degré. Voilà. Et puis, on aura en avril un webinaire le 1er avril. Ce n'est pas une blague sur l'évaluation des dossiers, niveau 2, et puis au mois de mai sur la présentation du label pour les nouveaux. Et on finira avec un sujet qui nous tient à cœur en juin sur l'enseignement du français langue étrangère, qui est un des éléments proposés dans le critère 3 du label et qui est un élément important qui se développe beaucoup aujourd'hui dans les attentes des établissements, dans les propositions des établissements. Il y a des spécificités à prendre en compte et on en parlera au mois de juin. Voilà. Autre chose à ajouter, Jade, Marie-Caroline? Non, un grand merci à tous. Et bonne fin de soirée. Bonne soirée.